Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce grand oral que nous accorde le Premier ministre avec son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous évoquerons plusieurs aspects de la vie nationale allant de la sécurité à la diplomatie, en passant par l'économie, l'éducation, les questions sociales, etc. Excellence, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. L'exercice se fera en co-animation avec mon confrère Amadou Zeba du média en ligne Le Faso 7. Amadou, bonsoir. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Ruth. Voilà donc le décor ainsi campé. Excellence, vous avez pris fonction depuis le 9 décembre 2024. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez dans vos attributions, dans ce fauteuil de Premier ministre. Je me sens serein, déterminé avec l'ensemble du gouvernement et bien sûr sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Les défis sont nombreux, les obstacles aussi, l'adversité est grande, mais soyez rassurés que tout cela ne fait que décupler jour après jour notre énergie et surtout notre conviction et notre engagement à réformer en profondeur notre pays, à ramener la sécurité et surtout à ouvrir de meilleures perspectives pour les jeunes burkinabés. Alors, défis, obstacles, adversité, Excellence, c'est exactement ce que nous allons évoquer. Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sécurité de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité donc, a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été donc déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été donc rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ce dessein funeste que ces ennemis de la nation réservaient à notre pays. Et soyez sûrs que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Excellence, au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, implication en lien surtout avec quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité, est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires et bien sûr quelques égarés qui sont très facilement donc corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui malheureusement cèdent. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays, et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, notamment donc du Mali et du Niger, avec lesquelles elles sont, je veux dire, donc l'armée en étroite collaboration. Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes
qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui, dans certaines zones, de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui, en réalité, devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Excellence, il y a l'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso, qui, selon les communiqués officiels, est dans les geôles ivoiriens. Alors aujourd'hui, que savez-vous de cette affaire? Avez-vous des informations supplémentaires? Pour tout vous dire, on a été surpris. C'est vrai que Alino Faso, Alain Traoré, est d'origine burkinabé, mais je peux dire que c'est peut-être l'un des jeunes aussi qui symbolisait le trait d'union entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Parce que de ce que nous savons, son épouse est ivoirienne. Il y vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso. Et il a toujours été celui qui prêchait vraiment cette entente, cette fusion entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Et cela se voyait parce qu'il est dans le showbiz. Il faisait donc, il organisait des concerts, il faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina. Il faisait partie des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc on a été surpris. Mais on est convaincu que tout cela ne peut être logé que surtout dans cette volonté aujourd'hui de diaboliser. Parce que ce que, semble-t-il, on lui reproche, c'est d'être impliqué dans des actions de subversion. Voilà. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait la promotion de ses activités, mais c'est quelqu'un aussi qui soutenait aujourd'hui les forces combattantes, parce qu'il ne manquait pas de faire des publications sur sa page pour galvaniser les forces combattantes,
Mais il ne manquait pas aussi de faire des publications pour donner son opinion en disant sur tel aspect ou tel aspect, voilà ce qu'il suggère. Mais c'est un homme qui a toujours été connu comme quelqu'un qui prêche la paix. De ce qu'on avait entendu, promesse avait été faite qu'on allait être édifié. Mais jusqu'aujourd'hui, on attend d'être édifié. Dans tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous exprimons toute notre solidarité avec son épouse et ses enfants. Et avec lui-même, on attend d'être édifié par la suite. Mais je suis convaincu que c'est un écran de fumée. Excellence, dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que le territoire burkinabé était presque complètement perdu. Moins de 2 ans et demi après, devant l'Assemblée nationale, vous déclariez que ce territoire a été reconquis à plus de 71%. Sur quoi repose cette reconquête? Les acquis que nous avons sont à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, qui a su véritablement susciter ce sursaut patriotique des Burkinabés. Quand le chef de l'État disait que notre pays était presque perdu, beaucoup ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, beaucoup mesurent la portée de cette phrase. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. N'oubliez pas que les terroristes, parce que certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillaient déjà des villes comme Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Les terroristes dans le centre-est étaient pratiquement à couper là. Une commune voisine, Andemtenga et autres, qui étaient déjà infestées. Le centre-sud, c'était la même chose. Donc, véritablement, c'est un pays qui était perdu. Certains se plaisaient à l'époque. Des gens qui sont aujourd'hui, donc, dont les masques sont tombés, on voit véritablement que ce sont les premiers partenaires, soutiens des terroristes, qui ont occupé des hautes fonctions dans des institutions de ce pays, avaient prédit que les terroristes allaient prendre leur café, je ne sais plus moi, à Kongoussi, et puis déjeuner à Ouagadougou. Ils n'avaient pas tout à fait tort quand ils le disaient. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le combat qui est engagé, les moyens humains, matériels engagés, c'est là qu'on commence à comprendre, comme le chef de l'État l'a dit, qu'on n'est pas juste dans un combat contre des terroristes, à savoir donc des petits illuminés qui courent dans la brousse. On est dans un combat pour la liberté du Burkina Faso. Parce que le terrorisme tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est une autre forme d'expression de l'impérialisme, une expression violente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est l'affaiblissement de notre pays. C'est la division de notre pays, la partition de notre pays. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pouvoir nous maintenir durablement dans la domination, pour nous exploiter et faire de nous toujours des esclaves, des consommateurs qui ne sont pas capables d'assumer véritablement eux-mêmes de façon autonome leurs choix stratégiques. Aujourd'hui, les masques, je dis, sont tombés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, ce sont des médias français aujourd'hui qui publient les vidéos des attaques terroristes. Et il vous souviendra que ces terroristes qui nous attaquent, que ce soit le UGS, le JNIM, le GSIM, sont classés aussi terroristes par la France, du moins officiellement. Et jusqu'à une date récente, je pense que la présence des militaires français ici, c'était pour les combattre. Mais aujourd'hui, comme je dis, les masques commencent à tomber. Et nous commençons clairement à voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le peuple burkinabé est engagé dans un combat pour sa liberté, aux côtés des peuples maliens, nigériens, dans le cadre de la Confédération, qui est donc un cadre confédéral issu donc de cette vision stratégique historique des 3 leaders de nos États. Et pour revenir plus précisément à votre question, effectivement, le sursaut patriotique des Burkinabés, qui s'est manifesté à travers donc, les différentes contributions au Fonds de soutien patriotique, mais aussi la vision stratégique de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su, dans l'adversité, transformer notre armée, la restructurer, l'équiper, pour aujourd'hui en faire une armée qui va à l'offensive et qui nous permet aujourd'hui non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aujourd'hui de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. Ce sont des terres que nous avons héritées de nos ancêtres. Ce sont des terres que nous allons tout faire pour reconquérir, les léguer à nos descendants afin d'être légitimes et surtout d'être à la hauteur de l'héritage
que nous avons eu donc et que nous devons assumer aujourd'hui. Dans cet effort de reconquête, comment appréciez-vous l'engagement des forces civiles aux côtés des forces militaires, parlant des volontaires? Comme vous l'avez indiqué, dans la stratégie donc, déployée aujourd'hui et surtout dans l'approche qui a été donc, mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont donc des civils patriotes, qui aujourd'hui également sont engagés aux côtés des forces combattantes, notamment donc les forces de défense et les forces de sécurité intérieure, parce que tout simplement, ce sont des civils qui sont révoltés, mais des civils qui savent également que le salut du Burkina ne peut venir d'ailleurs. Ce sont les fils du Burkina qui doivent se mettre debout, assumer les sacrifices et surtout faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de ces phrases que nous aimons entonner dans notre hymne national, parce que par le sang, par la sueur, les fils du Burkina Faso se sont mis debout pour reconquérir leur territoire, rétablir leur dignité et affranchir leur pays. Donc c'est saluer vraiment cet engagement donc, des volontaires pour la défense de la patrie et surtout reconnaître que c'est un engagement aujourd'hui qui est extrêmement précieux dans le combat qui est mené aujourd'hui. Comme je le disais, la plus grande reconnaissance, c'est la reconnaissance du peuple et la reconnaissance de l'histoire. L'AES, dans sa dynamique de lutte contre le terrorisme dans son espace, envisage de mettre en place une armée unifiée. Que peut-on attendre concrètement de cette stratégie? Par ailleurs, est-ce qu'on a la garantie que cette armée unifiée à venir ne va pas connaître le même sort que le G5 Sahel? L'AES est née d'abord d'une volonté de défense commune, avant d'être élargie donc aux questions de diplomatie et de développement. Tout simplement parce que nos trois leaders, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdraman Tiani, les trois leaders à la tête des trois États se sont rendus compte et ont compris que la solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Mali. La solution à la crise sécuritaire au Mali se trouve au Burkina Faso. La solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Niger, alors que jusqu'à présent, alors chacun menait son combat de son côté. Et donc c'est ce qui a donc prévalu aujourd'hui et tout de suite après la création donc de l'Alliance des États du Sahel, à ce que ce soit d'abord vraiment une coopération étroite entre les trois armées pour faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être une terre de repli pour l'ennemi. Parce que c'est le même ennemi qui écume la zone des trois frontières, qui endeuille le Niger, qui endeuille le Mali, qui endeuille le Burkina Faso. D'où l'intérêt donc de cette force unifiée aujourd'hui, le processus avance très bien pour être une force opérationnelle. Vous savez, le G5 Sahel, très vite, si nos États ont quitté ce machin, c'est parce qu'on s'est très vite rendu compte que c'était un autre instrument de notre asservissement, de l'impérialisme. Parce que quand vous voyez à l'époque, en réalité, les 5 États qui composaient ce G5 Sahel ne décidaient pratiquement de rien. Les décisions venaient d'ailleurs et c'était un instrument qui avait été donc mis en place pour servir des desseins qui sont loin, en tout cas, de la nécessité du combat contre le terrorisme. C'est pour cela que cette institution a brillé donc par son inefficacité, a brillé par son absence sur le terrain. Je ne sais pas quel bilan vous pouvez aujourd'hui tirer de la lutte contre le terrorisme par le G5 Sahel. Je ne sais pas si un seul acquis a été obtenu sur le terrain. Bien au contraire, au lieu de mobiliser les forces endogènes, c'était une structure qui comptait sur des implications étrangères. Et quand c'est ainsi, celui qui vous donne l'argent, c'est lui qui décide de ce qui se fait. Et on a très vite compris cela et nos chefs d'État ont décidé en toute souveraineté de tourner le dos au G5 Sahel. Et aujourd'hui, cette force, la différence donc du G5 Sahel, est née de la volonté de nos trois leaders qui aujourd'hui sont engagés par des moyens et des capacités endogènes à donner toute la force donc, et toutes les capacités à cette force unifiée-là afin de pouvoir donc mener ce combat historique, gagner la guerre et faire en sorte que de façon donc plus étroite, nous puissions
nous opposer donc aux volontés donc des pays impérialistes de briser la dynamique donc confédérale qui est une dynamique de souveraineté. Monsieur le Premier ministre, il y a le voisin béninois qui vient de subir une attaque terroriste avec un bilan quand même assez lourd. Quel commentaire avez-vous à faire par rapport à cette actualité? Nous sommes en tant qu'Africains affligés, bien sûr, par la perte de ces soldats. Peu importe les chiffres, même si c'est un soldat qui tombe, c'est un soldat de trop. Et c'est un motif de deuil. Ça devrait être un motif de deuil pour tout Africain, pour tout humain. Donc nous sommes solidaires, bien sûr, du peuple béninois en ces moments difficiles. Ce que nous avons dit pour la Côte d'Ivoire est valable pour le Bénin. Les peuples béninois et burkinabés sont des peuples frères. Et le malheur du peuple béninois est le malheur du peuple burkinabé. Mais comme je dis, le moment est venu pour les peuples de s'assumer. Parce que comme je l'avais dit, pour paraphraser Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Donc, tout en exprimant notre compassion et notre solidarité avec le peuple béninois, nous disons aujourd'hui que il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut véritablement que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas de compromission avec les terroristes. Il n'y a pas de compromission avec les parrains des terroristes qui puissent mettre quiconque à l'abri. Excellence, depuis un certain temps, le Burkina a affiché clairement sa volonté de renforcer ses relations avec la Russie. Cette décision, par contre, n'est pas bien vue auprès de certains de nos partenaires, ou je veux dire anciens partenaires. Est-ce que cela va envoyer le gouvernement à revoir sa copie? C'est une question qui me surprend. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de souveraineté, c'est de cela justement qu'il s'agit. Parce qu'avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, au Burkina Faso, nous n'avions pas la liberté de nos choix stratégiques. Ça veut dire que ce sont les maîtres, ceux qui ont toujours dominé, exploité notre pays, ceux qui ont toujours su imposer à la tête de nos États ce qu'ils veulent pour perpétuer leur domination, qui nous disaient, voici lui c'est un bon ami, vous pouvez aller avec lui. Ah lui, non, vous ne pouvez pas aller avec lui parce que non, ce n'est pas un ami. Soit on est indépendant ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, nous assumons nos choix stratégiques. Nous ne demandons à personne l'autorisation d'aller coopérer avec un pays, que ce soit la Russie, que ce soit, je ne sais pas moi, la Turquie, la Corée du Nord, la Chine. Ce sont des décisions fondées sur un seul étalon de mesure, c'est l'intérêt du peuple burkinabé. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est l'intérêt du peuple burkinabé qui guide nos choix stratégiques. Aujourd'hui, la Russie est un pays partenaire du Burkina Faso, on ne s'en cache pas. C'est un pays partenaire du Mali, du Niger, on ne s'en cache pas. Parce que nous sommes un pays libre, nous assumons nos choix. Et là où nous pensons que les intérêts stratégiques du Burkina Faso se trouvent, c'est là-bas que nous allons aller. Il n'est pas question aujourd'hui d'avoir peur de qui que ce soit, voilà, dans nos choix stratégiques sur le plan de l'orientation diplomatique. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur le terrain. Alors, Excellence, on va également parler de sécurité alimentaire. C'est ce qui a conduit le gouvernement à lancer une offensive agro-pastorale et halieutique pour la période 2023-2025. À ce jour, quels sont les résultats tangibles de cette offensive? Et bien sûr, à quel moment est-ce qu'on pourra véritablement ressentir son impact dans le panier de la ménagère? Effectivement, vous faites bien donc d'aborder cette question de la sécurité alimentaire parce que c'est un objectif qui est cher au chef de l'État. Ce n'est pas normal que 65 ans après l'indépendance, le Burkina Faso, malgré les ressources, malgré le fait qu'on sait que le peuple burkinabé est un peuple travailleur, continue aujourd'hui de tendre la main pour manger. C'est une question de dignité. Et
Je pense aujourd'hui que notre génération doit le ressentir comme une honte de tendre la main pour manger. C'est ce qui a justifié donc le lancement de cette offensive agro-pastorale et halieutique, mais aussi de l'initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire. Et comme vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit sur le plan des réformes, pour une bonne maîtrise des intrants, avec la création de la société burkinabé des intrants et matériels agro-pastoraux, avec également la restructuration de la SONAGES, avec un certain nombre d'actions fortes sur le terrain en termes de mécanisation, le labour gratuit, les aménagements qui ont été donc réalisés, des centaines d'hectares qui ont été réalisés en peu de temps. Et tout cela a déjà produit des résultats. Je pense que la dernière campagne, en termes de production céréalière, c'est plus de 6 millions de tonnes de céréales qui ont été produites. Et pour dire que les impacts sont déjà perceptibles. Ça, c'est pour ne citer que les céréales. Mais il y a les autres secteurs, que ce soit le secteur halieutique, parce que là également l'objectif de l'offensive agro-pastorale et halieutique, c'est de pouvoir très vite atteindre une production de moins 100 000 tonnes de poissons par an, ce qui correspondrait à peu près la moitié des besoins de consommation nationale. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30 000. C'est pour vous dire un peu l'effort que nous sommes prêts donc, et que nous avons engagé pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible au moins la moitié donc, des besoins de consommation interne. Au-delà de cela, il y a aussi de vastes opérations qui ont été menées dans le domaine animalier avec de vastes campagnes de vaccination pratiquement inédites. Et une campagne largement subventionnée, il y a eu des vaccinations même gratuites et il y a eu également des vaccins qui ont été donc faits à des coûts très très réduits. Donc c'est pour vous dire que c'est véritablement un combat qui est engagé avec la même détermination que celle que nous mettons également dans la lutte pour la reconquête de notre territoire. L'objectif étant le plus rapidement possible de faire en sorte que le pays puisse sortir de la spirale de la faim. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, résoudre le problème de la faim, c'est résoudre beaucoup d'autres défis. Parce que la faim, on peut dire que c'est aussi la mère de beaucoup d'autres problèmes. Donc très rapidement, on va pouvoir donc amplifier la dynamique qui est déjà en cours. Je pense que vous voyez le ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, qui court sur le terrain avec l'ONBA qui a été ressuscité et surtout qui a été opérationnalisé dans le but de travailler à la maîtrise de l'eau. Parce qu'il est illusoire de penser qu'on peut régler la question de l'insécurité alimentaire sans résoudre la question de la maîtrise de l'eau. L'ONBA est sur le terrain, il y a déjà quelques chantiers qui ont été lancés. Eredougou, Bouloré dans le centre-ouest, Boulbi ici à côté de Ouagadougou, Diaradougou dans l'ouest, et il y a d'autres chantiers comme ça qui vont être lancés parce que l'ONBA a vocation le plus rapidement possible à faire en sorte que nous améliorons donc, la maîtrise de l'eau pour ne pas juste nous contenter de la saison des pluies, mais pouvoir donc avoir plusieurs cycles de production dans les régions, ce qui pourrait garantir donc une augmentation significative des quantités produites et qui vont aussi nourrir bien sûr les unités de transformation pour avoir de la plus-value, mais aussi que les Burkinabés puissent consommer. Ce qui est produit ici, c'est plus sain et surtout ça permet de mieux structurer les filières, de créer des emplois, de créer des richesses. Alors, Excellence, je vais juste rebondir sur cette question de l'ONBA parce qu'on a effectivement quelques infrastructures hydrauliques pour la rétention d'eau. Le gros problème qui se pose avec ces infrastructures, dans la majeure partie, ce sont les questions d'entretien. Beaucoup de digues cèdent, il y a des problèmes d'ensablement. Est-ce que vous pouvez ce soir donner la garantie que les infrastructures, les nouvelles qui seront créées, ne vont pas subir en tout cas le même sort? Non, il faut dire aujourd'hui qu'effectivement, quand vous faites la moyenne des retenues d'eau et des barrages, il faut reconnaître également que ce sont des infrastructures qui sont assez vieilles. Parce que tout simplement, elles ont été réalisées depuis des décennies. Et le manque de suivi et d'entretien entraîne bien sûr la fragilisation des infrastructures. Mais l'autre phénomène également, c'est qu'on a beaucoup de barrages aujourd'hui qui sont comblés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sédiments qui se sont déposés dans les lits des barrages. Et la conséquence aujourd'hui, c'est que les capacités de ces barrages ont été fortement réduites. Donc l'ONBA a vocation à travailler sur tous ces aspects. Non seulement curer des retenues d'eau qui existent,
mais également travailler à réhabiliter un certain nombre d'ouvrages hydrauliques qui existent, mais qui sont aujourd'hui fragilisés. Et bien sûr, tout sera mis en œuvre pour que la qualité soit optimale. Et je pense que ce n'est pas pour faire des barrages ou des retenues d'eau au rabais. Dans tous les cas, le discours sur le terrain, vous l'entendez, c'est zéro tolérance aux imperfections. C'est un travail qui doit être fait dans les règles de l'art, avec le plus grand sérieux. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de sociétés qui ont été créées, l'ONBA. Vous avez vu le matériel qui a été donc remis à l'ONBA par le chef de l'État. C'est le fruit de la sueur du peuple burkinabé. Donc on ne peut pas jouer avec ces contributions, cette mobilisation du peuple burkinabé qui, par son effort, permet aujourd'hui de pouvoir donc opérationnaliser ces structures stratégiques-là. Donc ceux qui sont chargés de la mise en œuvre, c'est également un message à leur adresse, c'est les encourager, mais surtout que, bien sûr, ils le sachent, c'est vraiment la quête de la performance et de l'excellence au quotidien. Et on ne va pas transiger sur cette question. Excellence, dans le cadre de cette offensive, les Burkinabés aimeraient savoir, est-ce que tous ces projets qui sont actuellement enclenchés, les barrages ils sont nombreux, dont les travaux ont démarré, les Burkinabés aimeraient avoir l'assurance que non seulement ces travaux vont aller à terme, les délais seront respectés. Non seulement les délais seront respectés, mais les délais seront raccourcis. Je pense qu'en la matière, le mot d'ordre qui a été lancé, et surtout ce à quoi nous avons engagé tous les départements ministériels, sur instruction du chef de l'État, c'est la célérité. Il n'y a plus de place au Burkina Faso pour des chantiers qui travaillent le jour et qui dorment la nuit. Les chantiers doivent fonctionner H24. Parce qu'on ne peut pas se payer le luxe de perdre du temps sur des questions aussi urgentes. C'est pour cela que vous pouvez avoir la garantie qu'il y a un suivi qui est fait de très près de tous les chantiers qui sont lancés pour s'assurer véritablement que les choses aillent bien, que les choses aillent vite. Donc, à ce niveau, je pense que c'est des choses qui se constatent sur le terrain. Les différents départements ministériels, les différents ministres sont sur le terrain parce que la rigueur qui est donc attendue ne peut pas s'accommoder donc d'une gestion à partir des bureaux, à partir des ministères. Donc, les ministres sont sur le terrain pour suivre les chantiers et s'assurer véritablement que les choses se fassent dans les règles de l'art, vite et bien. Monsieur le Premier ministre, à la question des infrastructures, on va aussi adjoindre celle des mines et de l'énergie. Le gouvernement a proposé en tout cas une révision du code minier et le Burkina a pu ainsi se doter d'un nouveau code. Quels sont les objectifs recherchés au travers de cette décision? Ce nouveau code minier a vocation à révolutionner le secteur minier du Burkina Faso. Parce que c'est un nouveau code minier qui est bâti sur une seule vision, faire en sorte que l'activité minière au Burkina Faso crée du développement. Faire en sorte que les retombées de l'activité minière soient plus perceptibles et soient plus amplifiées au profit des citoyens burkinabés. C'est pour cela que beaucoup de décrets d'application du code minier ont déjà été adoptés. Et quand vous regardez, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que toutes les exploitations minières du Burkina Faso profitent avant tout au peuple burkinabé. Donc, après l'adoption de ce code minier et de ces décrets d'application, le pays va tirer de plus grands avantages de cette exploitation minière et surtout avec également l'adoption du contenu local qui fait aujourd'hui, qui enjoint les entreprises, les sociétés minières à accorder donc la priorité à l'expertise nationale, aux fournisseurs nationaux. Ça devrait créer un écosystème beaucoup plus favorable au développement du Burkina Faso et on devrait voir davantage les retombées de l'exploitation minière du Burkina Faso afin que ce ne soit pas juste les conséquences que les populations subissent, mais que véritablement elles puissent sentir que les minéraux qui sont exploités profitent véritablement à leur pays. Excellence, on a constaté aussi que le gouvernement a pris la décision de reprendre en main certaines exploitations minières.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations d'une telle décision? Ça participe de la même vision. Parce qu'aujourd'hui, il y a la Société de participation minière du Burkina qui a été créée, la SOPAMIB, et qui a déjà récupéré, racheté deux mines industrielles, notamment donc Bungu et Wagnon, et ça va se poursuivre. Parce qu'au-delà donc des mines industrielles, on a aussi le domaine du semi-mécanisé, dans lequel aujourd'hui on s'investit. L'objectif, c'est toujours vraiment d'optimiser les retombées de l'exploitation minière pour le Burkina Faso. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas encore véritablement atteint le rythme de croisière de l'exploitation de ces mines que l'État a acquis au profit du peuple burkinabé. Mais c'est sûr que très rapidement, on se rendra compte que quand on se donne les moyens nous-mêmes d'exploiter nos mines, et Dieu sait que nous avons les moyens, nous avons l'expertise, il n'y aura pas de commune mesure en termes de retombées, non seulement pour le budget de l'État, mais également pour les citoyens burkinabés. Alors, vous parlez justement de retombées de l'exploitation minière pour les populations. Récemment, il y a le général américain qui déclarait, un général américain qui déclarait devant le Sénat des États-Unis que les ressources minières du Burkina ne profitent pas aux populations. Que faites-vous comme commentaire par rapport à cette déclaration? C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc, c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Il vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé
que cela a suscité, c'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain. Et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. Excellence, le président du Faso annonçait tout dernièrement que le Burkina Faso allait construire 3 000 à 5 000 routes par an. Comment est-ce que votre gouvernement compte réaliser cet exploit, ou du moins relever ce défi? Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau également, c'est que c'est l'une des grandes priorités qui nous a été assignée par le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on peut transformer structurellement le Burkina Faso, créer les bases d'un développement durable sans résoudre les questions d'infrastructure. Il est aussi illusoire de penser aujourd'hui qu'on peut régler cette question en restant dans les mêmes pratiques. Je l'avais expliqué face aux députés. 1 kilomètre de route en béton bitumineux est évalué entre 500 millions et 1 milliard. Le réseau classé du Burkina Faso compte aujourd'hui plus de 15 000 kilomètres. À peu près le tiers aujourd'hui est bitumé. Et même ce tiers bitumé, quand on regarde de près, une bonne partie est dans une situation de dégradation. Comment vous pouvez penser, si on ne change pas d'approche, comment on peut penser résoudre cette question? C'est pour cela que l'initiative Faso-Mebo a été lancée par le chef de l'État, qui est une initiative aujourd'hui qui nous permet de nous doter des capacités pour pouvoir agir sur le terrain en régie. C'est-à-dire déployer le matériel et réaliser un certain nombre d'infrastructures routières en régie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez été témoin de la remise d'un lot de matériel impressionnant à Faso-Mebo, qui est déjà engagé sur le terrain avec, bien sûr, certaines infrastructures prioritaires. Et l'autre volet également qui rend urgent et stratégique la mise en œuvre donc, de Faso-Mebo et surtout la réalisation des infrastructures, c'est que les infrastructures doivent soutenir les opérations de reconquête du territoire. Aujourd'hui, nous avons des zones qui sont reconquises en cours de consolidation, mais la consolidation passe également par la réalisation de bonnes routes. Parce qu'aujourd'hui, nos soldats, nos vaillants combattants font face à un ennemi qui brille par sa lâcheté. Et chaque fois que des zones sont conquises, ce qui lui reste maintenant, c'est venir mettre des engins explosifs, enterrer des engins explosifs. C'est parce qu'effectivement, le réseau routier vétuste et qui dans certaines zones n'existe même pas, permettent effectivement de pouvoir donc le faire. Donc la réalisation de ces routes-là fait partie aujourd'hui de la dynamique de reconquête et de consolidation donc, des zones du Burkina Faso. Et c'est appelé à s'intensifier. Et certainement très rapidement, vous allez donc voir Faso-Mebo, vous allez voir concrètement donc, les premières réalisations de Faso-Mebo. Ça va s'amplifier parce que le matériel va encore être acquis pour constituer davantage de brigades et afin de pouvoir répondre donc, à cet impératif de réalisation d'infrastructures routières partout au Burkina Faso. Quelles sont les perspectives du gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes liés au déficit énergétique? Cette année, en 2025 par rapport à 2024, les capacités endogènes de production électrique ont été significativement améliorées. Parce qu'il y a eu des centrales thermiques qui ont été récupérées. Il y a également un certain nombre de projets de court terme qui ont été opérationnalisés, qui permettent aujourd'hui de pouvoir améliorer nos capacités endogènes de production. Parce que toutes les crises que nous avons vécues ont fini de nous révéler et de nous conforter qu'il faut que nous puissions développer à l'intérieur des capacités qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que l'énergie électrique puisse être disponible partout en quantité suffisante. Et donc la dynamique se poursuit. Il y a des projets en cours qui sont autant des projets dans le domaine du thermique que dans le domaine du solaire. Et donc tout cela devrait nous permettre d'améliorer, de continuer, d'améliorer, d'augmenter les capacités endogènes donc, de production de l'énergie électrique. Parce que sans l'énergie électrique, il est illusoire également de penser qu'on peut développer
le secteur de la transformation. Parce qu'il faut produire, mais il faut également transformer pour créer de la plus-value, créer des emplois, créer de la richesse et faire en sorte que les Burkinabés soient fiers de consommer des produits produits au Burkina Faso, transformés au Burkina Faso et distribués au Burkina Faso. Ce sont des produits qui sont sains et puis qui permettent donc d'asseoir les bases véritablement d'un secteur industriel fort qui contribue significativement au développement. Alors, Monsieur le Premier ministre, récemment, il y a eu une certaine polémique sur la disponibilité du carburant. Certains ont estimé qu'ils sont allés à la pompe et qu'il n'y avait pas de carburant. Ils ont vite crié à la pénurie. Et pourtant, dans les différents communiqués, on dit qu'il n'y a pas de problème de carburant. Il y a bien du carburant disponible à la pompe. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques éclairages sur cette question? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé récemment n'est pas à dissocier de ce qui a été rendu public, à savoir donc cette tentative de déstabilisation orchestrée qui a été déjouée. Parce que la concomitance des événements prouve qu'il y a bien sûr des liens directs. Parce qu'il y a des fake news, des fausses informations effectivement qui ont été distillées par les mêmes terroristes qui sont hors du Burkina Faso et qui ont laissé croire qu'il y avait des risques de pénurie, pour ne pas dire qu'il y avait des pénuries. Et vous savez comment fonctionne un peu le secteur des hydrocarbures et de la distribution. Vous savez, quand il y a une vague de panique qui naît, tout de suite, le réflexe des consommateurs, c'est de se ruer vers les stations-service. Ce n'est pas juste de se ruer vers les stations-service, mais c'est de surconsommer. Parce que celui qui avait l'habitude de mettre juste peut-être 1000 francs de carburant ou 5000 francs ou 10 000, il voudra faire le plein, voilà, pour être sûr d'avoir du carburant pour longtemps. Et quand tout le monde vient en même temps dans les stations-service et surconsomme, la conséquence immédiate, c'est que la station va être vidée. Jusqu'à ce que la station soit à nouveau ravitaillée, on a le sentiment effectivement qu'il y a une pénurie. Mais la pénurie ne peut être appréciée, ne peut être confirmée que si sur le territoire national, il n'y a pas de stock qui permette de répondre aux besoins. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les citoyens burkinabés doivent être sereins et surtout éviter de paniquer et de devenir des cibles faciles pour ceux qui manipulent. Parce qu'il suffit juste qu'une page, qui est même un avatar, qui brille dans la manipulation et dans la diffusion de fausses informations, crie à la pénurie, et puis certains qui n'ont pas suffisamment de recul sont prêts à courir tout de suite vers les stations avant de se rendre compte par après qu'il n'en est rien. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tout est mis en œuvre au niveau donc, de la SONABI, mais aussi au niveau du ministère en charge du commerce et de l'industrie, sous les orientations des plus hautes autorités pour faire en sorte véritablement que le pays puisse continuer d'améliorer bien sûr ses stocks en termes d'autonomie. Alors, Excellence, on va rentrer dans le volet industrie et commerce. On a déjà épuisé 2/3 du temps qui nous était imparti. On va parler des efforts du gouvernement, des mesures prises par le gouvernement pour accompagner justement le secteur industriel. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il y a eu des engagements et surtout une volonté plus affichée de pouvoir donc développer le secteur de la transformation, le secteur industriel. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup d'unités de transformation qui ont été inaugurées, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine textile et dans d'autres secteurs. Bien sûr, la volonté aujourd'hui, la volonté politique, c'est vraiment d'encourager nos opérateurs économiques à s'investir dans ce secteur de la transformation. Parce que
la base d'un développement durable, c'est cela. C'est pouvoir produire et transformer. Pour ne pas être dépendant des importations. Parce que vous savez, les importations, ce sont des devises qui sortent du pays. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un secteur industriel qui est fort. Cela passe par ce qu'on voit à travers les inaugurations, mais cela passe aussi par des réformes qui sont engagées aujourd'hui dans le secteur. Vraiment pour assainir, protéger le marché et faire en sorte véritablement à donner la priorité à la production et à la transformation locale. C'est ce qui va nous garantir aussi de pouvoir donc créer de la plus-value et surtout de faire en sorte que les acquis dans le domaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique puissent être bonifiés par la transformation parce que ce qui est produit est transformé, il y a de la plus-value et puis bien sûr consommer et exporter. C'est ça la vision et donc c'est un secteur dans lequel également tout est mis en œuvre. Voilà, pour faire en sorte véritablement que nous ayons des capacités endogènes de transformation. C'est d'autant plus stratégique que vous l'avez vécu pendant... On ne sait pas le boutiquier, vous êtes complice également, bien sûr, de cette mauvaise pratique. Mais au-delà de ça, de façon stratégique, vous aurez remarqué donc la création de la société Fasoya, qui va être opérationnalisée bientôt, qui devrait permettre de pouvoir créer également des boutiques, créer un circuit de distribution d'un certain nombre de produits partout au Burkina Faso afin de garantir leur accessibilité à des prix étudiés et surtout de faire en sorte également de faire une sorte de péréquation afin que le même produit soit accessible au même prix partout sur le territoire national. Donc avec l'opérationnalisation de Fasoyar et surtout l'opérationnalisation aussi de la SONAGES en tant que centrale d'achat, je pense que très rapidement, l'État devrait avoir les cartes en main pour mieux réguler les prix d'un certain nombre de produits et ne pas laisser les clients et les consommateurs à la merci donc, des inflations qui sont souvent imprévisibles et souvent même qui sont inexplicables. Alors, on va évoquer en même temps les volets économie et finances. Nous y sommes pratiquement. Alors, en décembre 2024, le Burkina a affiché un taux de croissance de 5,1% contre 3,6% en 2023. Alors, on se demande comment expliquer cette performance au regard du contexte actuel que traverse le pays. Je pense que la première explication, c'est la résilience du peuple burkinabé. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui influencent bien sûr ce taux de croissance, la bonne campagne agricole associée bien sûr à un certain nombre de facteurs, mais le premier élément c'est la résilience du peuple burkinabé. L'autre élément c'est également bien sûr la vision et surtout ce sur quoi le chef de l'État nous a engagés, à savoir donc travailler à assainir la gestion, à assainir la gouvernance. Aujourd'hui, quand vous prenez le budget, en dépit des contingences et tout, le déficit a été baissé entre 2024 et 2025. Parce que le chef de l'État le dit toujours, il ne faut pas que l'on vive au-dessus de nos moyens. Il faut que chaque prêt que nous allons consentir puisse contribuer à la réalisation d'actions qui vont avoir des impacts significatifs, réels et visible. Et je pense que c'est tout cela qui permet aujourd'hui d'assainir la gouvernance et surtout de faire en sorte qu'on mette des priorités. Le budget 2025, vous l'avez vu, c'est une première dans l'histoire du Burkina Faso, a été arbitré par le chef de l'État lui-même, qui s'est assuré que dans le budget, on a expurgé toutes les actions superflues qui ont un caractère routinier, mais qui n'ont pas de résultats réellement visibles sur le terrain. Donc je pense que c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne dynamique de croissance. Mais comme nous l'avons indiqué, la croissance ne doit pas être juste une question de chiffres, c'est surtout l'impact réel dans la vie du citoyen burkinabé qui doit être l'étalon de mesure des progrès donc, que nous opérons. Excellence, quelle appréciation faites-vous du niveau de mobilisation des ressources internes? Oui, il faut saluer aujourd'hui le patriotisme du peuple burkinabé.
un patriotisme qui se voit à travers le fonds de soutien patriotique qui, pour 2024, a battu le record de 2023 parce qu'on a mobilisé près de 175 milliards de francs CFA grâce aux contributions volontaires des Burkinabés, mais aussi grâce aux taxes et aux prélèvements qui ont été institués. Donc ça, c'est déjà un marqueur de l'engagement et du sursaut patriotique du peuple burkinabé. Et donc, face aux différentes restrictions, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, le Burkina, à cause de l'option de souveraineté que nous avons prise, mais aussi du fait que nous refusons aujourd'hui le dictat et que nous refusons qu'on nous dicte ce que nous devons faire, fait face à des restrictions. Donc, tous les projets de transformation structurelle de notre pays, pour que ces projets-là aboutissent, nous devons d'abord compter sur nos propres ressources, sur nos capacités endogènes. C'est pour cela qu'il faut saluer cette dynamique, saluer les performances des différentes régies des mobilisations qui, chaque année, améliorent donc ces performances-là et permettent de mobiliser davantage de ressources internes. C'est ce qui permet aujourd'hui de mettre en œuvre toutes les actions sur le terrain qui ont vocation à transformer structurellement le Burkina Faso. Alors, il y a aussi la question de la pression fiscale qui est jugée quand même assez importante sur les populations, si bien que les ménages ont le sentiment de vivre au rythme des impôts et taxes. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce choix de politique fiscale? Non, ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de choix. Vous savez, dans bien des cas, ce ne sont pas de nouvelles taxes qui ont été instituées. Dans bien de cas, en dehors bien sûr du fonds de soutien patriotique, il s'agit juste d'un assainissement et surtout de faire en sorte que tous les secteurs qui sont imposés payent. Et surtout que ce qui est payé aille véritablement dans les caisses de l'État. Parce qu'il y avait beaucoup de déperditions. Donc, c'est ce travail d'assainissement aujourd'hui peut-être qui peut donner ce sentiment. Mais dans tous les cas, comme nous l'avons indiqué tantôt, il faut que nous sachions aujourd'hui qu'il faut que nous comptions d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres ressources. Parce que la main qui reçoit est toujours au-dessous de celle qui donne. Si nous voulons aujourd'hui nous affranchir du dictat de ces pays qui nous ont toujours considérés comme leurs esclaves, il faut que nous puissions travailler véritablement, à créer les richesses à l'intérieur, nous donner nous-mêmes les moyens de nos ambitions. Il y a également l'épineuse question de la dette intérieure. Quelle stratégie votre gouvernement va adopter pour apurer ce passif-là? Il y a de gros efforts qui sont déjà faits. Il y a de très gros efforts qui sont déjà faits et qui ont permis d'apurer une bonne partie de cette dette intérieure. Mais la dette intérieure, il faut le savoir, elle est dynamique. Parce que tous les jours, la dette évolue, la dette intérieure. Parce qu'il y a des nouveaux contrats, des nouveaux marchés, des nouveaux projets qui sont contractés. Et chaque fois qu'un nouveau projet est contracté, tout de suite, ça rentre dans la dette publique. Parce qu'une fois que les contrats sont signés, il faut payer. Et avant que ce soit payé, c'est versé, c'est comptabilisé comme une dette publique et dette intérieure. Donc c'est pour dire que c'est une dette intérieure qui fait l'objet de grands efforts. Une bonne partie est épongée, mais comme je dis, la dette intérieure, elle est dynamique. Et il ne faut pas penser qu'un jour viendra où on va dire la dette intérieure, c'est zéro, sauf si l'État arrête, bien sûr, de lancer des actions sur le terrain, de construire des hôpitaux, construire des routes, parce que bien souvent, bien sûr, ça passe par des marchés. Et une fois que des marchés sont passés, leur exécution, il y a aussi des processus financiers jusqu'à leur paiement. Et avant que ce soit payé, c'est considéré comme une dette intérieure. Donc la dette intérieure, on a vraiment un œil là-dessus au niveau du ministère de l'économie. Tout est mis en œuvre également pour apurer cette dette intérieure. Des grands efforts sont faits, mais comme je dis, la dette intérieure est dynamique. Et voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va aussi parler de lutte contre la corruption avec justement votre politique gouvernementale pour endiguer ce fléau. La corruption, c'est vraiment un fléau qu'il faut combattre avec la dernière énergie.
Vous êtes témoin aujourd'hui du mot d'ordre de zéro tolérance à la corruption, si fait que tout est mis en œuvre au quotidien, véritablement, pour traquer ce phénomène-là, pour le réduire, parce que c'est une source importante de déperdition. Et malheureusement, ça vient affaiblir les capacités ou les résultats des actions de l'État sur le terrain. Mais la lutte contre la corruption, ce n'est pas juste, ne doit pas juste être le fait de l'administration et de l'État. Les citoyens doivent y contribuer. Et surtout, ne pas céder. La dernière fois, je pense à Zignaré, le chef de l'État, le disait, quand vous arrivez dans une administration et que les règles pour pouvoir accéder à un document donné sont établies et qu'on vous demande de donner quelque chose, si vous donnez, c'est que vous êtes complice. Vous êtes le corrupteur. Parce que pour qu'il y ait corruption, il y a le corrompu, mais il y a aussi le corrupteur. Donc, c'est amener tout le monde également dans ce même élan, dans le sursaut, aujourd'hui, dans la réaffirmation de la dignité du peuple burkinabé, du Burkindi, là, qu'on puisse aujourd'hui travailler véritablement à tordre le cou à ce phénomène de la corruption et faire en sorte vraiment d'assainir l'ensemble de la gouvernance à toutes les échelles. Sinon, c'est un combat qui est mené vraiment avec la plus grande détermination. On a justement eu un petit aperçu de l'ampleur que pourraient avoir justement ces actes de corruption, notamment dans l'administration avec le procès Théa. Et jusque-là, en tout cas, beaucoup ont espéré qu'il y ait une suite, parce qu'on a vu que le procès s'est refermé avec la mise en cause de certaines personnes et personnalités. Est-ce qu'il faut justement s'attendre à cela? Je pense que si vous parlez de suite, c'est surtout les suites judiciaires. Bien sûr. Parce qu'à ce niveau, effectivement, je pense que le juge l'avait dit. C'est sûr que peut-être l'instruction suit son cours, parce que ce procès-là a permis également de mettre en cause non seulement d'autres personnes, mais de révéler d'autres pratiques qui étaient là et qui sont tout autant passibles de poursuite que l'affaire Théa elle-même. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la justice, l'instruction suit son cours. Mais déjà au niveau administratif, vous avez été témoin de tous les enseignements que nous avons tirés en ordonnant déjà un audit général dans les différents ministères et institutions, mais en prenant déjà des mesures à travers des circulaires qui ont été signées pour enjoindre les ministres, mais aussi les présidents d'institutions, à regarder de près et faire en sorte que ceux qui sont commis à la gestion de ces ressources-là ne soient pas maintenus à ces postes trop longtemps. Le délai qu'on a donné aujourd'hui, c'est 3 ans, pour ne pas laisser les gens s'asseoir et surtout asseoir des pratiques qui sont malsaines, mais de façon durable dans les ministères. Je pense que l'affaire Théa, au-delà de tout, a un caractère pédagogique et a révélé aussi les failles de l'administration. Les failles de l'administration, et nous travaillons aujourd'hui à combler ces failles-là et faire en sorte à réduire, bien sûr, les marges de manœuvre de ceux qui sont chargés de gérer les deniers publics, parce que ce sont ces marges de manœuvre, quand elles sont importantes, qui ouvrent la porte à des pratiques comme celles que nous avons découvertes dans le procès Théa. Toujours dans le cadre des actions de répression contre la corruption, faudrait-il s'attendre à une suite judiciaire en ce qui concerne le dossier du stade du 4 août? C'est un dossier qui a connu plusieurs rebondissements, plusieurs milliards ont été éjectés avant que on ait les résultats que le ministre nous a permis de voir il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a une suite judiciaire qui pourrait découler de ce dossier-là? L'affaire est déjà en justice. L'affaire est déjà en justice. À ce stade, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans le secret de Dieu et le secret de l'instruction, mais il est clair que le processus de réhabilitation du stade du 4 août pour son homologation a été manifestement entaché de pratiques et de malversations. Je pense que ça, c'est une évidence et nous espérons vraiment que l'enquête qui est ouverte et surtout le dossier qui est en cours au niveau de la justice permettra de situer toutes les responsabilités et surtout qu'on puisse châtier ceux qui se seront rendus coupables de malversation dans ce processus-là, qu'ils puissent être châtiés à la hauteur de leurs crimes. Dans tous les cas, pour le stade du 4 août, comme vous l'avez vu,
il y a des décisions fortes qui ont été prises. Le chef de l'État donc a autorisé, il y a un début d'année, que l'on puisse donc aller vite en impliquant une entreprise qui a vraiment l'expertise, qui a déjà homologué des stades dans d'autres pays, à des coûts nettement inférieurs que ce que la réhabilitation du stade du 4 août a déjà coûté. Et aujourd'hui, les résultats sont déjà palpables. Le délai court jusqu'en juin. Mais à ce stade, déjà, ce que nous voyons sur le terrain nous convainc que le stade devrait être disponible le plus rapidement possible afin que les fans du sport burkinabé, ceux, bien sûr, qui jusqu'à présent sont frustrés de toujours voir nos étalons, nos ambassadeurs du sport, être obligés d'aller donc jouer, les journalistes y compris, aller jouer loin de nos bases, qu'ils puissent venir au stade, soutenir leur équipe. Je pense que ça devrait se faire le plus rapidement possible. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'en termes d'infrastructures sportives, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours, que ce soit à Bobo-Dioulasso, que ce soit à Ouagadougou, pour réaliser des stades également modernes et surtout qu'on puisse s'assurer vraiment que nos sportifs bénéficient de bonnes infrastructures. C'est également un facteur pour l'amélioration de leur performance. Nous y travaillons. Sinon, le dossier est en justice. Nous espérons vraiment que les responsabilités vont être situées et surtout que ceux qui auront été donc seront coupables de malversation seront châtiés. Alors, Excellence, on va également parler assez rapidement du volet santé avec la mise en œuvre de la question de l'assurance maladie universelle. On sait que le gouvernement, en tout cas, est sur le dossier depuis un certain nombre d'années. Vous entendez donner un coup d'accélérateur à ce projet. Comment est-ce que vous comptez gérer cette question? Il faut dire que, effectivement, dans le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, il y a de grands pas qui ont été franchis. Vous vous souviendrez qu'en 2024, la plupart des textes dont l'adoption freinait, dont la non-adoption plutôt freinait la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle, ces textes-là ont été adoptés, ce qui a permis d'ouvrir la voie à son opérationnalisation. Nous sommes dans le processus toujours, qui est très, très avancé. Il y a eu un recensement qui a déjà été fait, avec des centaines de milliers d'agents qui ont déjà donc été enregistrés et le processus se poursuit. Dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui sont pris en compte pour faire en sorte que véritablement cette assurance maladie universelle là, vienne améliorer l'accessibilité vraiment aux soins de santé à tous les citoyens burkinabés. Parce que malheureusement, le facteur financier est bien souvent malheureusement un frein aussi à l'accès aux soins de santé. Et nous pensons que cette assurance maladie universelle va permettre véritablement de révolutionner le secteur de la santé et améliorer significativement la santé des populations burkinabées. L'État est prêt à consentir bien sûr les efforts en termes aussi de contribution pour l'équilibre d'ensemble donc de la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle là. On est sur le chemin. S'il y a des obstacles et des difficultés, des enseignements seront tirés. Mais dans tous les cas, tout sera mis en œuvre pour faire en sorte qu'on ait vraiment un dispositif opérationnel et un dispositif avantageux, voilà, pour les citoyens burkinabés. On constate également le déploiement des cliniques mobiles auprès des populations. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre? Absolument. Les enseignements qu'on peut tirer déjà de ces premières cliniques mobiles-là sont très satisfaisants. Parce que quand vous voyez l'engouement des populations de façon générale, et plus particulièrement de nos sœurs et de nos mères, chaque fois que les cliniques mobiles leur offrent l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une bonne consultation, avec bien sûr des offres qui autrement ne pourraient être accessibles que si elles se déplacent dans les grands centres de santé. Cela témoigne aujourd'hui véritablement de l'efficacité de ces cliniques mobiles. Et là, jusqu'à aujourd'hui, elles continuent d'être déployées pour se rapprocher davantage donc, des populations et offrir cette opportunité de pouvoir bénéficier donc, de soins de qualité, de diagnostics de haut niveau
À ce stade, déjà, le bilan est très satisfaisant. Il y a des milliers de femmes qui ont bénéficié de consultations et qui ont été prises en charge par après pour celles chez qui on a détecté peut-être certaines anomalies. Donc, ça devrait se poursuivre et faire en sorte véritablement qu'on puisse toujours travailler à rapprocher les offres de santé, les services de santé des populations. Alors, on va parler société des informations, mais vraiment assez sommairement parce qu'on est très pris par le temps. Alors, récemment, lors des deuxièmes journées des engagements patriotiques, le chef de l'État avait fait une invite à l'ordre et à la discipline. Et immédiatement après cette invite, on a assisté à la sortie de ce qu'on appelle le gilet jaune pour les travaux d'intérêt commun. Quel commentaire faites-vous justement par rapport à cela? Ce qu'il faut dire, c'est que les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne ont donné le temps par leur thème. L'ordre et la discipline. Aujourd'hui, il faut que tous les citoyens burkinabés, plus particulièrement la jeunesse, comprennent rien ne peut se réaliser sans l'ordre et sans la discipline. Vous êtes témoins aujourd'hui de ce que nous voyons sur nos routes. Prenez une ville comme Ouagadougou, les usagers brillent par la défiance du code de la route. Tout le monde brûle le feu, personne ne veut porter le casque. C'est vrai que la situation s'améliore progressivement, ce qui est à l'origine de beaucoup d'accidents. Donc ce qui est fait aujourd'hui participe de la volonté de discipliner les citoyens. Ces jeunes, quand vous voyez, qui sont arrêtés et qui sont mis à contribution pour des travaux d'intérêt général, beaucoup comprennent, parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'être méchant, mais l'objectif, c'est que ce travail d'intérêt général ait un caractère pédagogique, pour que les uns et les autres comprennent que la récréation, comme on l'a dit, est terminée. On n'a pas continué à faire dans la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils ne le savent pas. C'est juste devenu un sport favori. Chacun se plaît à défier le code de la route, à brûler les feux, à jeter les ordures en ville. Voilà. Donc, il faut qu'on travaille à discipliner. Ça passe par de la sensibilisation, mais ça passe également par de la rigueur. Et ce sont des actions qui ont commencé, qui vont se poursuivre. Ça permet aussi à ces jeunes-là de pouvoir contribuer à l'assainissement de la ville. L'un dans l'autre, c'est bénéfique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est pour vraiment, dans un élan pédagogique, instaurer l'ordre et la discipline dans nos centres urbains et partout au Burkina Faso. Excellence, parlons de désinformation. Depuis un certain temps, le phénomène des fake news a pris une certaine ampleur au Burkina Faso. Les institutions étatiques sont attaquées. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette action malveillante contre le Burkina Faso? Est-ce que vous connaissez les auteurs aussi de ces actions-là? Non, il est clair aujourd'hui que tout cela participe de ce que nous avions décrit en début d'entretien, à savoir donc cette manipulation. Aujourd'hui, comme vous l'avez effectivement remarqué, il y a beaucoup de fake news. Mais la meilleure manière de combattre ces fake news, c'est d'ériger les barrières dans l'esprit des citoyens burkinabés. Que chaque Burkinabé ait du recul par rapport à ce qui est distillé sur les réseaux sociaux. Parce que très rapidement, on prend l'entête d'une institution et voilà, on met un communiqué qu'on jette sans source. Je pense qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont en cours pour que les citoyens comprennent que quand on vous dit qu'une institution a publié une information, le premier des réflexes, c'est d'aller sur la page de l'institution pour vérifier effectivement si la source est avérée. Donc, il faut une éducation vraiment aux médias aujourd'hui. Il faut renforcer cela. Mais aussi, au niveau de la répression, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui, que ce soit au niveau de la BLCC, le CSC. Ce sont autant d'institutions aujourd'hui qui travaillent à ce qu'on puisse identifier. Voilà ceux qui se cachent derrière, donc, qui sont des cybercriminels, on peut le dire ainsi, afin de pouvoir les retrouver et les châtier, parce que Internet n'est pas une zone de non-droit. Maintenant, comme vous le savez, il y a aussi les manipulations orchestrées depuis l'extérieur et qui sont entretenues
Ce sont des mensonges qui sont distillés et souvent, malheureusement, pas des médias auxquels beaucoup de Burkinabés faisaient confiance autrefois. Voilà, notamment les médias français qui distillent beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations aujourd'hui, tout simplement parce que le Burkina Faso, parce que le Mali, parce que le Niger ont osé dire non. Sinon, je vous assure que ceux aujourd'hui, ces pays impérialistes qui sont les chanteurs de la démocratie, pour peu que vous acceptiez donc de vous écraser, de céder et d'être à leur merci, la démocratie ne devient plus un étalon de mesure parce que c'est à géométrie variable. En ce moment, vous pouvez faire un mandat, vous pouvez faire 2, 3 et pourquoi pas 4. Même quand vous êtes un militaire et que vous avez fait un coup d'État, pour peu que vous continuiez à jouer le jeu, ben, vous voyagez à l'Élysée, vous êtes reçus dans les grands salons feutrés, mais les populations ne sont plus dupes. Vous savez, ceux aujourd'hui qui manipulent la notion de démocratie pour dire, bon, du moment où il n'y a pas eu vote, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu cela, tout cela ne prospère plus. Parce que les mêmes pays coopèrent avec des royaumes. Les rois ne sont pas élus, ou bien la démocratie n'est bonne que pour nous. Aujourd'hui, nous avons une claire vision de ce que nous voulons et cette manipulation ne passera plus. Donc, c'est également une manière d'interpeller nos concitoyens à pouvoir donc prendre conscience de ce qui se joue, lire entre les lignes, ne pas rester au pied de la lettre et pouvoir analyser et comprendre voilà, toutes les dynamiques qui sont en cours. Monsieur le Premier ministre, la carte du Burkina est peinte en rouge par certains pays qui vont même jusqu'à déconseiller fortement la destination Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez leur choix? Je comprends leur choix parce que c'est tout à fait conforme à leur, comment dirais-je, à leur vision. Parce que aujourd'hui, comme je dis, beaucoup de travail, leur objectif c'est d'isoler nos pays. Il faut isoler nos pays. Ce n'est pas pour dire qu'au Burkina Faso, nous ne faisons pas face à une crise sécuritaire, mais le peuple burkinabé est debout. Vous savez, il y a beaucoup d'amis du Burkina Faso qui viennent de très loin. Et quand ils arrivent, la première des choses, le premier témoignage qu'ils font, c'est que si on avait écouté les médias, certains médias, on ne serait pas venus, notamment les médias français. Parce qu'ils dépeignent le Burkina Faso sous les traits d'un pays à feu et à sang, d'un pays où il n'y a aucune quelconque liberté. Voilà, donc ce n'est que du mensonge, ce sont des médias mensonges, ce sont des médias diaboliques. Le dessein funeste est connu, c'est juste manipuler les opinions pour isoler nos pays. Mais malheureusement, c'est voué à l'échec parce que le Burkina Faso aujourd'hui, tous les jours, accueille des centaines, des milliers d'amis du Burkina Faso qui viennent de très loin et qui viennent constater que le Burkina Faso est un pays où il fait bon vivre. Je pense que les grands événements culturels qui continuent de s'organiser témoignent de cela. Et vous avez vu le dernier FESPACO, qui a été un succès total et retentissant et qui a réuni à Ouagadougou des festivaliers venus du monde entier. Donc c'est pour dire que tout cela, cela n'est pas à dissocier du fait aujourd'hui que tout est mis en œuvre pour briser la dynamique du Burkina Faso et tous les moyens sont bons. On est conscient de cela, mais ces pays-là, comme je dis, vont se réveiller dans la douleur parce que c'est voué à l'échec. Ces mêmes pays avaient dit à leur compagnie de ne plus venir au Burkina Faso parce que le pays est peint en rouge. Et à un moment donné, les mêmes compagnies reviennent dire bon, on veut recommencer à desservir le pays. Bon, mais c'est un pays qui est peint en rouge. Vous n'êtes pas là, mais il y a beaucoup de compagnies aériennes qui viennent tous les jours, qui desservent Ouagadougou. Il n'y a aucun problème. Je pense que ce sont eux aujourd'hui qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont pris dans leur propre piège et les choses vont aller toujours ainsi. Alors, Excellence, que dire si ce n'est merci
pour ce temps d'entretien que vous nous avez accordé. Alors, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la RTV. Je rappelle que pour cet entretien, j'étais avec mon confrère Amadou Zeba du média en ligne Le Faso 7. Bonsoir. Que vous soyez,